Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Julien Cohen dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ta boutique d'antiquité. Mes découvertes à Saint-Ouen-sur-Seine, pour être très précis. Le département, c'est la Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, Laurent. Quelques mots sur cette boutique magnifique. C'est un choc. Je suis rentré dans ta boutique et là, j'ai été plus que surpris, émerveillé, impressionné. Écoute, cette boutique était auparavant le marché des rosiers. Donc, il y avait 28 brocanteurs présents au sein de cet espace sur 2 étages. Ils étaient spécialistes dans la verrerie de luxe. Et puis, on a converti ça en notre flagship. Donc, le flagship de mes découvertes, où sur 2 étages, tu retrouves à la fois du cabinet de curiosité, du meuble industriel, des objets. Enfin bref, c'est un mélange assez bien pensé, parce que tout est pensé. On croit que c'est du fouillis, mais tout est pensé. Julien, qui es-tu vraiment ? Je suis le fils de parents émigrés. Mon père est arrivé avec une petite valise en carton de Tunisie dans les années 60. Ma mère est née en France, mais était d'origine turque et grecque, puisque mon grand-père était turc et ma grand-mère grecque. Juif, rescapé de la guerre, puisque grâce à ma grand-mère qui parlait 7 langues, dont l'allemand, quand les Allemands sont arrivés pour les cueillir, la Gestapo est arrivée pour les cueillir au 147 rue du Temple, sur dénonciation de la concierge, eh bien ma grand-mère a parlé allemand, et ce qui nous a donné un petit peu de timing, ce qui leur a donné un petit peu de timing, j'étais pas né, et ils ont pu s'enfuir et vivre cachés pendant 5 ans. Quel héritage gardes-tu justement de ta grand-mère ? Ma grand-mère était une aventurière qui n'avait peur de rien, elle avait les yeux gris clair, et elle était très très dure, et c'est une femme fantastique qui pesait à peine 45 kilos, mais qui avait une poigne d'acier. Et voilà, j'ai gardé d'elle une résilience à toute épreuve. Et je crois que c'est elle qui m'a communiqué le fait de quand on tombe, il faut se relever. Quand on se fait insulter, il faut pas répondre. Quand on se fait insulter une deuxième fois, il faut pas frapper très fort. Julien, face au miroir de la série que je te montre, là, face à toi, des miroirs, il y en a de partout, mais celui-ci en particulier, que vois-tu ? Donc, tu vois déjà Julien, mais au-delà de Julien. Écoute, je vois un gamin extrêmement curieux, qui n'a grandi que grâce à la curiosité. Le matin, quand je me lève, je me dis, mec, comment ça fonctionne, et le soir je me couche en me disant putain, c'était une bonne idée. Donc voilà, je suis un mec extrêmement curieux. C'est peut-être aussi ce qui me conserve, parce que je j'ai pas l'impression de vieillir. Je m'intéresse à des trucs de gamin comme à des trucs scientifiques de senior. Donc voilà, je suis un éternel gamin émerveillé par le monde, par la vie, par tout plein de choses. Un adolescent, un ado adulte. Tout à fait. Que dirait justement aujourd'hui Julien Cohen à l'enfant que tu étais ? Va plus vite. Je lui dirais, va encore plus vite. J'ai déjà été très très vite, parce que le temps passe à une vitesse dingue. Je suis à l'aube de mes 60 ans, je les ai pas vus passer. J'ai 57 ans, j'ai 3 enfants à moi, mon épouse en a 3 autres. Ils ont 30 ans aujourd'hui. Pour moi, c'était une virgule. J'ai pas vu passer ce timing-là. Donc voilà, je lui dirais, va encore plus vite, quitte à tomber encore plus, mais à chaque fois on se relève. Tu es souvent tombé ? Oui, je suis souvent tombé, bien sûr. Quand on tombe, on apprend. Quand on ne tombe pas, on n'apprend rien. Donc on apprend de ses erreurs. Quel a été le meilleur moment de ta vie ? Et j'en veux un. C'est difficile de répondre à cette question, mais moi, l'adrénaline dicte ma vie. Je vais pas te dire c'est la naissance de mon premier fils, ma première fille ou la dernière, parce que ça c'est un peu trop classique. Et puis bon, ok, c'est des évidences. C'est sympa, mais c'est des évidences. J'aime l'adrénaline, mais la grosse adrénaline. Donc c'était de monter dans ma première voiture de course et d'avoir un accident. Et cet accident, je l'ai cherché, c'était sous la pluie, un truc torrentiel. Je savais que j'allais cartonner, mais je ne savais pas comment. Et j'ai cartonné. Et la voiture tournait comme ça. Je me suis dit, est-ce que je vais en sortir ? Je vais pas en sortir. Et puis je m'en suis sorti. Et ça, c'est une fois que tu as connu ça, tu recherches ça. Mais d'où ça vient justement cette recherche du danger ? Et pourquoi ?
Je sais besoin pas. de se mettre en danger. Je sais pas du tout, parce que un entrepreneur se met en danger, se met en danger dans les affaires. On est tous les jours en danger. Mais moi, j'aime le danger physique aussi. Donc, c'est un truc qui te prend dans toi, qui te met une énergie dingue. Et quand tu sors de ce truc-là, que t'as échappé à une cata, tu souffles et quelquefois tu pleures en te disant waouh, putain merde, j'ai failli y aller. J'ai failli y rester. Moi, ça m'est arrivé 3 fois. Et tu recherches ça. Alors après, plus tu vieillis, tu recherches ça avec des barrières, avec un petit peu de garde-fou. Mais voilà, j'aime ce genre de mauvaise situation. Julien, je veux que tu nous fasses partager un regret ou un remords. Alors j'aurais aimé être César. Et pourquoi César en particulier ? Parce que César avait un harem extraordinaire. Ah bon ? C'est la raison pour laquelle tu aurais adoré être César ? J'ai bien évidemment aimé mes 2 femmes. Mes 2 femmes m'accompagnent. D'ailleurs, ma première femme est derrière toi. Elle s'occupe de toutes nos boutiques. Ma seconde gère toutes mes affaires avec moi. Mais de faire cohabiter toutes ces femmes ensemble qui ont traversé ma vie, ça aurait été génial, tu vois. Donc ça ne peut pas se faire. Et puis, j'aurais aimé aller à la guerre, mais comme avant, c'est-à-dire à cheval. Et avoir des stratégies, dire voilà, j'envoie mes équipes ici, ici on met une catapulte, machin, etc. J'ai pas vécu la bonne époque. Eh bien justement, que penses-tu de notre société, celle d'aujourd'hui ? À force d'assister un peu trop les gens, ils font plus rien. Donc on a un merveilleux pays que je vante tous les jours sur mes réseaux sociaux en disant que c'est le plus beau pays au monde. On a le plus grand nombre de visiteurs au monde qui fréquentent la France avec 100 millions de visiteurs. On a une architecture extraordinaire, mais on a aussi des mentalités qui ont évolué. Et moi je pense que il faudrait revenir quelques années en arrière. Quand je dis quelques années, c'est une 50aine d'années, pendant les 30 glorieuses, où on se levait le matin, on allait au charbon, au propre comme au figuré d'ailleurs. Hein. Voilà, j'aimerais une société qui se remette un petit peu au travail, qui se remette à créer, à imaginer, à se lever tôt, et pas forcément une société qui attend de l'État qu'elle vienne à son secours. Et nos jeunes, tu en penses quoi ? Cette jeunesse française ? Cette jeunesse française qui rêve de partager les ressources des plus riches pour profiter, etc. Mes enfants aussi, hein, mes enfants ont voté NUP. Certains d'entre eux ont voté la NUPES pendant les dernières élections, alors qu'ils ont baigné dans le caviar pendant toute leur vie. C'est un peu atypique, tu vois, comme truc, mais je pense que elle est bourrée de créativité. Elle a des facilités extraordinaires. Aujourd'hui, tu as besoin d'un renseignement, tu vas sur Internet, tu le trouves. Tu demandes à ChatGPT, tu le trouves. À l'époque, il fallait se creuser pour trouver un renseignement. Donc aujourd'hui, ils ont accès à tout ça, et pourtant, j'ai pas l'impression que ça bosse dur. Julien, parle-nous de tes beaux, jolis projets à venir. Le sujet qui m'occupe à fond aujourd'hui, c'est les maisons des brocanteurs. Les maisons des brocanteurs, ce sont des rassemblements de brocanteurs dans des lieux historiques en centre-ville. Alors, les rassemblements de brocanteurs, ça existe. Mais la plupart du temps, ils sont en périphérie des villes, dans des vieilles fermes ou des bâtiments industriels abandonnés. Ce qui fait que tu es obligé de t'y rendre, et c'est ce qu'on appelle un rendez-vous. Là, on a créé avec Avallon, Péronne et Châteaudun des lieux d'exception où les brocanteurs ouvrent des stands à l'intérieur de ces lieux. C'est nous qui gérons les ventes pour eux quand ils ne sont pas là. Il y a un confort exceptionnel. On est en centre-ville, donc tu es à 200 mètres d'une boulangerie ou de la maison de la Poste. Et ça redonne vie, entre guillemets, à cette profession qui souffre énormément. Hein. Les brocanteurs, ils ont plutôt tendance à disparaître qu'à s'inscrire au RC à Paris ou ailleurs. Et malheureusement, on ne va pas aujourd'hui à la rencontre d'un brocanteur qui est seul dans un village. Par contre, si tu as 25 brocanteurs dans un bâtiment historique, tu vas dire ouais, ok, je vais passer 2 heures là-bas, aller à la rencontre des gens, aller à la découverte de nouvelles histoires sur tel ou tel objet. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu créer en préservant ce métier de brocanteur, en préservant aussi le patrimoine et en dosant un nouveau sens au métier d'antiquaire et de brocanteur. Alors ça, c'est le premier projet. Mais je sais que tu as également comme autre projet celui d'ouvrir prochainement un hôtel. Alors, il se trouve que tu n'es pas dans le faux, puisque on commence d'ici une petite semaine les travaux dans l'hostellerie de la Poste à Avallon, un hôtel que j'ai racheté il y a maintenant 2 ans, qui était fermé depuis 5 ans. Le monsieur avait eu un AVC et puis tout était resté dans l'état. Et cet hôtel qui date de 1700
1707 est un des plus vieux relais de poste en France. Napoléon, Lagacan, Liz Taylor, Richard Burton, Dali, Gainsbourg y ont dormi. Et déjeuner et dîner d'ailleurs, parce que c'était un 2 étoiles Michelin à l'époque. Et on va remettre ça au goût du jour. C'est une vieille endormie que je vais essayer de réveiller. On a engagé un chef, je crois que c'était la semaine dernière, donc il y a quelques communications. Si vous tapez Emmanuel Euser, H-E-U-2-S-E-R sur Internet, vous verrez quelques posts déjà. Mais voilà, on va commencer les travaux, donc tout ça on va le mettre sur nos réseaux sociaux. On est un peu suivi, il y a globalement sur tous les réseaux à peu près 500 000 personnes qui nous suivent, donc c'est pas mal. Et puis on va les initier à nos différentes tranches de travaux. D'abord la démolition, une partie de la démolition, on va y greffer une piscine, une salle de réunion, des papiers peints, des couleurs, enfin bref. Et puis le truc assez sympathique, c'est que tout ce qu'il y aura à l'intérieur de l'hôtel, tu pourras repartir avec si tu l'achètes, bien évidemment. Les meubles, les bibelots, les objets d'art, tout ça. Et l'ouverture de cet hôtel, c'est pour 2024 ? Alors, l'ouverture de cet hôtel, non. Ce sera probablement pour le mois d'octobre pour les 16 premières chambres, le restaurant et le bar. Donc, octobre 2023. Et ce sera à Vallon, sur la place Vauban. C'est vraiment le centre-ville. Julien, Sophie Davant va bientôt quitter la présentation d'Affaires conclues sur France 2. Elle va être remplacée par Julia Vignali. Ta réaction suite à cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'émission Affaires conclues, puisqu'elle l'incarne aussi ? Écoute, au même titre que les acheteurs ou les experts, qu'il y ait une variation un changement entre guillemets du présentateur ou de la présentatrice, pourquoi pas ? C'est pas la première fois qu'une émission qui s'installe dans la durée comme ça change de présentateur. Il y a eu les chiffres des lettres, il y a eu plein d'autres émissions. Donc oui, puis je souhaite beaucoup de chance à Sophie dans ses nouvelles aventures et à Julia dans cette nouvelle aventure. Et si tu avais un message à lui faire passer à Julia, ce serait lequel, à travers peut-être des conseils en tant qu'expert et spécialiste de l'émission? Le meilleur conseil que je peux faire à Julia, c'est de rester ignorante sur les objets, parce que l'ignorance, c'est aussi la fraîcheur, et ça c'est super important. Donc voilà, qu'elle laisse les experts expertiser, qu'elle s'étonne de tout et de rien, et ça c'est pas mal. Et un retour gagnant de Julien Cohen à la télévision, c'est prévu pour quand? Écoute, on a quelques dossiers à l'étude avec 2 belles boîtes de prod, mais la problématique n'est pas de produire, la problématique c'est d'être diffusé. Donc voilà, donc il y a des sujets, après il faut trouver le bon timing auprès de la bonne chaîne. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. On est dans des concepts d'émissions autour des antiquités? On est sur des concepts d'émissions où on va parler d'antiquité, mais on va parler aussi des territoires de notre belle France. On va parler culinaire aussi. On va parler de personnages atypiques. Voilà, c'est un peu ma ligne de conduite. Je sais que ton petit camarade, Monsieur Chalençon, adorerait présenter une émission avec toi. Co-présenter, pour être précis. Pierre-Jean, effectivement, m'en parle souvent. Il me dit, on faisait un duo quand même exceptionnel sur Affaires conclues, et c'est vrai. On avait des automatismes de chariade, etc., qui étaient assez fulgurantes. Et j'apprécie ce mec. Voilà, il a un caractère, il a un franc-parler, il a des dérapages incontrôlés, mais il a du cœur, et je me marrais bien avec lui. Donc pourquoi pas. Et dans ses projets d'émission, est-il prévu? A-t-il peut-être sa place dans tes projets d'émission? Alors, certains producteurs m'ont dit qu'en duo, ça serait sympa. Ils ont fait part du fait que Pierre-Jean Chalençon et moi, nous faisions une bonne équipe, mais pas que. Donc voilà, c'est une porte ouverte, mais je suis pas le maître en la matière. Julien, nous allons parler d'amour. Donc de ta femme, Karine, bientôt 30 ans de mariage et pas un nuage. Quels sont vos secrets pour qu'une relation soit aussi durable? Eh bien, les secrets, c'est déjà d'effacer les nuages, parce qu'il y a toujours des nuages. Après 30 ans, tu te doutes bien qu'il y a des problèmes, on en a tous eu, nos crises de quarantaine, cinquantaine, des deux côtés d'ailleurs. Voilà, il faut d'abord communiquer. Effacer les messages, effacer les nuages, pas les messages, mais les nuages. Encore que les messages, c'est pas mal. C'est c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Il y a quelque chose avec le harem et les messages qu'on efface, c'était pas net, hein. Et puis, le secret d'un couple qui dure, je vais te le dire en 3 lettres. C'est le C, le U et le L. C'est la base. C'est la base. Voilà. Quand tu as ça,
t'as des chances d'aller loin dans ton couple. Tu es totalement épanoui. Ben ouais. Mais on imagine qu'avec tes belles lunettes bleues, tu dois être très sollicité aussi. Alors oui. Je suis très sollicité, mais j'ai la chance d'avoir participé à une émission où la moyenne d'âge était 65 ans et plus, donc je suis sollicité par des mamies qui ont entre 75 et 95 ans. Ma femme est très rassurée là-dessus. Je suis pas sur Énergie 12 dans un harem à faire je ne sais pas quoi sur une plage. Donc réalité, oui. Voilà. Donc voilà. Là-dessus, après oui, les gens viennent à moi parce que t'es un personnage connu, parce que t'es pas borgne et tu boites pas, donc t'es plutôt beau gosse. Bah voilà, ouais. Je te laisse le dire. Mais bon, on a bien compris, elles ont pas tous 70 ans ou 80 ans. Non, qu'elles peuvent être très jolies encore à 70 ans, hein. Tout à fait. Mais voilà, oui, effectivement, t'as des gens qui viennent vers toi, etc. Mais faut être sérieux. As-tu une anecdote croustillante à nous faire partager concernant peut-être une grande déclaration d'amour d'une fan? Alors oui. Écoute, il y a quelques mois, j'ai une dame qui vient vers moi et avec un sac, et j'étais accompagné de mon épouse. On était sur une journée d'estimation que je fais souvent dans mes maisons des brocanteurs. Je convie des gens à nous apporter des objets, on les estime et pourquoi pas on les achète. Puis là, la dame, elle vient avec un sac dont je croyais que c'était des objets estimés. Elle me dit: monsieur, c'est pour vous. Enfin, elle me dit pas monsieur, elle me dit: Julien, c'est pour vous. Vous l'ouvrirez un peu plus tard. Bon, je lui dis merci beaucoup. Elle me dit: puis j'apprécie beaucoup nos échanges. Bon, alors moi, des échanges, j'ai un community manager, donc peut-être qu'il a envoyé un message. Je dis: bon, merci beaucoup, et pas de souci. Elle me dit: ça reste entre nous. Bon, ok. Je dis: ok, pas de souci. Bon, un ok, pas de souci, mais qui est un automatisme, quoi. Et puis je rentre chez moi et ma femme ouvre ses paquets. Alors il y a une écharpe avec un parfum, mais horrible. Parfum, tu vois, très très fort, quoi. Un tableau qui ressemble au tableau du Père Noël est une ordure. Tu sais qu'il a été fait à la main. Des petits goodies, et puis 3 lettres. Et 3 lettres, alors j'ouvre la première, c'est mon amour, j'aime nos échanges quotidiens sur les réseaux sociaux. Et ma femme, elle me regarde, elle me dit: bon, la nana qui m'a donné ça, elle ressemblait à un cube, quand même. Et puis elle avait 65 ans, 70 ans. Donc bon, ma nana me sourit, elle me dit: oula, Julien, t'as fait une grosse performance là. Et elle sait pertinemment, parce que c'est arrivé déjà 10 fois. Et puis elle me dit: oh la pauvre, elle s'est encore fait avoir. Et oui, la nana s'est fait avoir par ce qu'on appelle un brouteur. Les brouteurs sont des gens qui sont en Afrique, tranquillement allongés sur un lit, et qui envoient des tas de messages en se faisant passer pour moi, et puis qui à un moment ou à un autre leur demandent 50 €. 50 € pour l'Africain qui est au fin fond du Burkina, c'est beaucoup d'argent. Et puis il y a certaines nanas un peu naïves qui envoient ces 50 € et qui pensent que c'est pour moi, c'est moi qui leur ai demandé 50 € parce que je suis dans le besoin, etc. Donc je revois cette nana la fois suivante sur l'expertise, et je vais la voir et je lui dis: je suis désolé madame, mais c'est pas moi tous ces échanges. Vous vous faites avoir par un brouteur africain. Elle me dit: mais non, c'est vous, je parle souvent avec vous. Je dis: madame, je suis désolé, j'ai pas le temps de parler, j'ai 500 000 personnes qui me suivent, si je devais faire ça avec tout le monde. Et bon, ça a été compliqué, mais je lui ai fait comprendre que c'était pas moi, et elle l'a accepté. Julien, le bonheur, c'est quoi? Mais pas jusqu'au bout, ta pensée, t'es obligé. Non. Je pourrais te dire que le bonheur c'est simple comme un coup de bite, mais non. T'es bien branché, t'as raison. Mais c'est ce qui ça fait partie de la vie. Mais c'est ce qui maintient en forme, mon coco. Si tu te lèves pas le matin avec l'envie de déglinguer ta femme, c'est que tu t'es levé du mauvais pied, quoi, tu vois. Et puis moi, je rêve de rentrer chez moi le soir parce que j'ai envie de déglinguer ma femme. Donc j'ai pas besoin de traîner dans les bars, etc. Donc le bonheur, c'est simple comme un coup de bille. C'est d'abord la simplicité. T'as pas besoin d'être dans un hôtel 4 étoiles pour être bien. Le bonheur, c'est de gérer ses affaires au quotidien. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tu t'en fous au final. C'est de rentrer chez toi et d'avoir le soutien de la personne avec qui tu passes ta vie. C'est d'avoir le sourire de ta fille. Et c'est de bien bouffer parce que j'aime bien bouffer. Voilà. Mais voilà, le soutien, c'est super important. Et les yeux dans les yeux. Es-tu un homme heureux?
Ah ben fondamentalement, je suis un homme heureux depuis que je suis né d'ailleurs, pas depuis que je suis marié, puisque mon premier mariage avec la dame qui est derrière toi, Marie-Laure, était aussi un mariage heureux et je ne regrette rien de cette époque. Quelle est la question que l'on te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre ? Est-ce que vous allez partir de France ? On me la pose pas souvent parce que j'ai tellement un amour de la France que les gens peuvent pas se douter de ça. C'est une question qui m'a effleuré à plusieurs reprises. Dernièrement, c'était pendant les Gilets jaunes, il y a 3 ans, je crois, 4 ans. Les premiers Gilets jaunes, c'était très dur. Et où, avenue Kléber, il y avait marqué Jude. J-U-D-E, sur la vitrine d'une agence immobilière qui appartenait à un juif. Et je me suis dit, merde, putain, ils ont toujours pas compris. Et voilà, je me dis, il y a un antisémitisme latent en France. C'est peut-être un jour ce qui me fera partir. C'est ce qui a fait partir mes parents de France. Ils sont allés vivre en Israël. Voilà, après, il faut se poser les bonnes questions sur les 180 prix Nobel de mathématiques qu'il y a depuis le début des prix Nobel. Il y en a 129 qui ont été faits par des juifs. Posez-vous la bonne question, quoi. Et c'est compliqué parfois de s'appeler Julien Cohen ? Ou ça a été compliqué ? Mais c'est compliqué encore aujourd'hui. De temps en temps, je poste un commentaire antisémite qui me vient sur les réseaux sociaux. C'est compliqué, bien évidemment, d'être juif. Alors, de s'appeler Cohen, d'être médiatisé, d'être un peu beau gosse et d'avoir les moyens, bien évidemment, c'est catastrophique. Et tu te fais insulter ? Tu t'es fait insulter ? Tu te fais menacer, voire même de mort ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais après, tu sais, on te dit souvent, ouais, je vais te casser la gueule. Enfin bon, les mecs ils viennent pas, quoi. Donc parce que t'es juif. Parce que je suis juif. Ouais. Parce que je suis juif, parce que pour eux on est la tribu maudite, entre guillemets. Et pourquoi ? Parce que soi-disant on est les banquiers du monde, soi-disant on est les diamantaires du monde, soi-disant on tient la communication, soi-disant on tient certains pans entiers de l'économie. Pas du tout, on tient rien du tout, on bosse et on bosse très dur. Donc voilà, après on a peut-être parce que l'on est un peuple nomade, puisqu'on a souvent été chassé, eh bien oui, l'argent c'est le seul truc qui peut voyager facilement. On va pas voyager avec des montagnes d'immobilier ou avec des parpaings. Donc voilà, de tout temps, tu sais, quand je crois que c'est Louis XIV ou Louis XV a mis les Juifs un petit peu sur le banc des accusés, parce que la France était endettée auprès de banques juives et il y avait rien de plus facile que de déclarer les Juifs persona non grata quand on leur doit de l'oseille. Donc voilà, le Juif de tout temps n'a pas été le bienvenu, quel que soit le pays d'ailleurs. Et tu penses justement que certains Français, ou que la France est globalement antisémite ? Bah écoute, avec 47% de votants au deuxième tour pour Marine Le Pen, je pense qu'il y a quand même une base sérieuse. Ok. Alors il y en a qui voulaient pas voter pour Macron, ils ont voté pour Le Pen, ils auraient mieux fait de voter blanc. Mais disons qu'il y a au moins un Français sur 2 qui l'est. Il y a au moins un Français sur 4 qui l'est. Et tu n'as pas comme ambition, par exemple, de repartir ou d'aller même en Israël t'installer, comme énormément de Juifs d'origine française ? Alors Israël est un pays extrêmement dur pour y vivre. Extrêmement dur. On dit souvent, quand tu veux être millionnaire en Israël, il faut arriver milliardaire. Parce qu'ils te prennent tout. Non, c'est un pays qui ne compte que 8 millions d'habitants. Ils sont loin d'être cons. Quand je te dis loin d'être cons, c'est très très loin même. Il faut savoir que 30% des boîtes qui sont cotées sur le Nasdaq sont des boîtes israéliennes. Donc c'est une population d'ingénieurs, de combattants. Voilà, tu vas rien leur apprendre. Moi là-bas, je suis un inconnu total. Mes frères y sont, et crois-moi, pour eux, c'est très très dur. Ils gagnent à peine le SMIC. C'est pas des vies faciles. Tu veux faire une carrière dans l'armée, très bien, mais tu seras payé de toute façon 3 francs 6 sous en risquant ta vie tous les jours, parce que là-bas tu risques ta vie tous les jours. Donc voilà, je suis pas Israël me tente pas, il fait chaud, c'est pas mon truc. Pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner. Quel est ton message ? D'abord de leur dire je vous aime. Je suis fondamentalement un amoureux de l'autre. J'aime aller à la rencontre des gens, j'aime discuter avec eux, j'aime apprendre, et puis de leur dire que
le bonheur, c'est pas forcément systématiquement de regarder ce qu'a l'autre, c'est aussi de se forger son propre bonheur. Donc voilà, on a tous la possibilité, quel que soit notre niveau social, de nager dans le bonheur. Et pour ça, être à deux, c'est déjà beaucoup mieux. Donc aller chercher son âme sœur, pas se dire elle va tomber comme ça du ciel. Non, il faut provoquer la chance, il faut aller la chercher. Et ça c'est super important. Donc on est mieux à deux, on fait beaucoup plus de choses à deux, on est plus fort à deux, on construit mieux à deux et on passe une vie beaucoup plus sympathique, reposante et calme quand on est deux. Julien, merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureux. Merci beaucoup Laurent. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.